Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un débat qui revient partout sur le niveau footballistique. Donc, quelle est la meilleure équipe de football du XXIe siècle? Pour cela, j'ai réalisé un top 6, pas sur une décennie, pas sur un cycle, mais sur une saison précise, une saison où une équipe a atteint son apogée. Et du coup, j'ai réalisé un top 6 de ces équipes. Évidemment, dans ce classement, j'ai fait des choix difficiles, j'ai fait des concessions, j'ai pas pu mettre toutes les équipes. C'est pour ça que dans quelques secondes, je vais aborder les mentions honorables. Ces équipes qui auraient pu mériter d'y être, mais en fonction du barème que j'ai choisi. Elles n'y rentraient pas, mais même si elles ont été exceptionnelles. Donc les mentions honorables. Pour commencer, il y en a environ 6. On peut commencer par le Man U de 2007-2008. Donc c'est un peu l'équipe parfaite de Sir Alex Ferguson. Cristiano Ronaldo au sommet. À la fin de l'année 2008, il partira chercher son ballon d'or amplement mérité. La défense centrale iconique, mythique de Première Ligue. Ferdinand Vidic. Une saison complète, disciplinée. Et c'était une équipe tueuse dans les grands matchs. Notamment en finale de LDC où elle battra Chelsea au penalty. Ensuite, la seconde équipe, c'est le Bayern 2012-2013. C'est un peu la machine de Jupp Heynckes. Donc, ils exerçaient un pressing clinique, des transitions meurtrières. Et surtout, ils ont réalisé un triplé historique. Donc, en termes de palmarès, c'est pas mal. Et ils avaient une maîtrise collective rarement atteinte. La troisième équipe, ça me fait mal de la mettre là. J'aurais bien aimé la mettre dans le top 6. Malheureusement, elle n'y rentre pas parce qu'il y a meilleur tout simplement, il y a plus impactant. Donc c'est le Barça 2014-2015. C'est un peu l'ère de la MSN, Messi, Suarez, Neymar, Xavi, Iniesta. Même si c'est la fin de Xavi sur cette saison qu'il arrête. Busquets, Rakitic, Dani Alves, une équipe complète. On parle aussi du trio offensif le plus dévastateur du siècle. Et à la fin de la saison, il y a un triplé. LDC, Liga et Super Coupe d'Espagne. La quatrième équipe, c'est une équipe un peu plus récente, c'est le Liverpool de Jürgen Klopp, saison 2018-2019. C'est un peu l'équipe avec l'intensité pure, le fameux gegenpressing, la fameuse remontada menée 3-0 à l'aller au Camp Nou. Ils ont su réagir et réaliser un match facilement dans le top 10 des matchs les plus historiques de la dernière décennie, avec un 4-0 à Anfield tout simplement extraordinaire. Ils avaient une organisation millimétrée et surtout ils iront au bout de la Champions en la remportant face à Tottenham en finale. Ensuite, c'est le Bayern 2019-2020. Donc cette équipe aurait pu largement y figurer dans le top 6, tant par sa domination totale, tant par sa campagne en Ligue des Champions. 100% de victoires, 11 matchs, 11 victoires. Des scores historiques, notamment face au Barça, le fameux 8-2, ou la confrontation face à Chelsea. Et une impression de supériorité permanente, un espèce de rouleau compresseur que personne ne pouvait arrêter. Malheureusement, le fait qu'il y ait le Covid et qu'il n'y ait que 11 matchs de LDC, et qu'il n'y ait pas eu les matchs aller-retour à partir des quarts de finale, vu que c'était le Final 8, m'a fait hésiter, m'a fait ne pas les mettre, même s'ils auraient totalement pu y être, car ils étaient totalement fantastiques. Ensuite, la dernière équipe, c'est le Man City de 2022-2023. C'est un peu le chef-d'œuvre du projet de Guardiola à Manchester City. Donc on parle d'une structure révolutionnaire en 3-2-5. Donc ce qu'il a fait de révolutionnaire, c'est qu'il a joué avec 2-6 et il a passé Stones de défenseur central à 6, et sur cette campagne ça a totalement marché. Ils avaient un contrôle total de leur match, ils ont réalisé un triplé historique. Il arrivait d'Haaland à cet été-là, il aurait pu mériter le ballon d'or même s'il ne le gagne pas derrière. Il réalise une saison historique. Donc ces équipes sont immenses, mais il fallait choisir. Du coup maintenant on passe au top 6 final des 6 meilleures équipes du XXIe siècle. Donc la sixième équipe, c'est le FC Barcelone 2008-2009, qui arrive avec un score de 84 sur 100 selon mon barème. Pourquoi je les ai mis seulement sixième? Parce que c'est une équipe révolutionnaire, mais pas encore parfaitement complète. C'est un peu le début du projet de Guardiola, c'est pas l'apogée,
le projet final. Sur le barème au niveau de la domination collective, j'ai mis 25 sur 30. Le pressing de Pep change le football, récupération immédiate, projection rapide. Messi qui évolue différemment et Xavi Iniesta qui règne au milieu, le fameux tiki-taka qui donnera envie à tant d'équipes de l'imiter. Mais tactiquement, c'est pas encore l'architecture parfaite du Barça de 2010-2011. Il reste quelques déséquilibres, notamment défensifs. Au niveau du palmarès, j'ai mis la note maximale. 25 sur 25. On parle d'une saison historique, titre majeur remporté. Ils ont tout simplement remporté 100% de leurs compétitions qu'ils ont jouées. Le fameux sextuplé. Au niveau des stats, j'ai mis 15 sur 20, avec un total de 105 buts en Liga, une grosse production offensive, mais parfois des matchs un peu plus ouverts et moins maîtrisés derrière. Ils ont encaissé plus de buts que la version la plus aboutie du Barça qui sera dans ce classement. Au niveau des talents individuels, en vrai, il n'y a pas trop de doutes. J'ai mis 14 sur 15. Pas 15 parce qu'il y a des équipes au-dessus encore. Et donc dans cette équipe, elle était composée de Messi, qui ira chercher son ballon d'or à la fin de la saison, Xavi, Iniesta, qui seront eux aussi dans le top 3 du ballon d'or, donc 3 Barcelonais dans les 3 premières places du ballon d'or, Samuel Eto'o, légende africaine, camerounaise, Thierry Henry, Daniel Alves, bref c'était un 11 fantastique et rarement égalable. Au niveau de la trace historique, j'ai mis 5 sur 10, car c'est la fondation, c'est un peu le mur porteur de l'équipe qui arrivera 2 ans après. Mais c'était quand même une équipe fantastique et du coup j'ai mis 5 sur 10 au niveau de la trace historique. La 5e équipe, c'est l'Espagne 2012, donc oui j'ai mis des nations parce qu'elles peuvent compter, c'est des équipes, même si c'était pas sur une saison, sur un moment précis, sur un court instant. C'est l'équipe qui a atteint un niveau... c'est pas la meilleure nation, j'en ai mis une autre, vous verrez. Donc l'Espagne de 2012, j'ai mis un score de 86 sur 100. Pourquoi je les ai mis 5e ? Parce que c'est le point culminant d'un cycle. Pas le début, mais l'apogée. Juste avant les 2 dernières compétitions qu'ils ont jouées, Euro 2008 et Coupe du Monde 2010, ils l'ont remporté. Mais pour moi, l'Espagne de 2012, c'est encore plus poussé. C'est vraiment l'apogée de cette équipe, de ce projet un peu Barça plus Espagne, qui les verra triompher. Donc par rapport au barème sur la domination collective, j'ai mis 28 sur 30. C'était une équipe pratiquement injouable, un contrôle total du tempo, pressing collectif et surtout une finale d'Euro remportée 4-0. Au niveau du palmarès, ils ont joué qu'une compétition, mais j'ai aussi compté les 2 autres titres majeurs juste avant. Donc ils sont champions d'Europe, champions du monde et encore champions d'Europe d'affilée. C'est vraiment une équipe fantastique et sûrement qui ne sera rarement égalée en termes de nation. Au niveau des stats, j'ai mis 16 sur 20. Je leur ai enlevé 4 points. Donc c'est la meilleure attaque, la meilleure défense, la meilleure possession du tournoi. Une précision en termes de passes, j'ai pas regardé le pourcentage, mais on doit se rapprocher des 90%. Donc c'est un tournoi presque parfait. Au niveau du talent individuel, j'ai mis 12 sur 15. C'est pas forcément les superstars les plus flashy, mais c'est un collectif, une organisation. La machine était bien huilée depuis longtemps. Ils ont appris à jouer ensemble depuis jeunes, ils se connaissent, donc la machine fonctionnait parfaitement. Au niveau de la trace historique, j'ai mis 5 sur 10. L'Espagne de 2012 incarne l'hégémonie du football espagnol. Mais une grande partie du modèle vient du Barça de Guardiola et de la Masia. C'est pour ça que je ne leur accorde pas tout le bénéfice et que je leur mets seulement 5 sur 10 sur la trace historique. La 4e équipe, encore une nation, la dernière nation de ce classement, c'est l'Allemagne de 2014 qui obtient un score de 88 sur 100. Pourquoi 4e ? Parce que c'est un tournoi, c'est pas une saison, donc on laisse un peu le bénéfice du doute. C'était que sur un mois, pas sur 10 mois sur une saison. Donc c'est l'équipe nationale la plus forte qui a réalisé la plus grande compétition à mes yeux, de l'ère moderne du moins, sur le XXIe siècle. En termes de domination collective, je mets un score de 28 sur 30. Cette équipe était vraiment capable de tout.
possession, verticalité, pressing moderne, et surtout une des choses les plus remarquables, les plus historiques de cette Allemagne 2014, c'était Neuer en libéraux qui sortait, qui taclait. Je vous invite à aller voir des compilations de lui. C'est vraiment impressionnant et on n'a jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça et on n'a toujours pas vu ça dans le foot depuis qu'il existe. Et évidemment, en termes de domination collective, je suis obligé de parler de la demi. 5-0 à la mi-temps contre le Brésil, 7-1 cumulé sur tout le match. C'est vraiment un match historique qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde, du Brésil et de l'Allemagne, et qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire du foot. C'est vraiment un match grandiose. Au niveau du palmarès, je leur ai mis tous les points, 25 sur 25. Champion du monde, c'est le Graal, c'est le sommet absolu. Il n'y a pas plus grand que cette compétition, même si on peut parler de la Champions en termes de niveau. En termes de prestige, à mes yeux, la Coupe du Monde, c'est au-dessus. Sur les stats, j'ai mis 17 sur 20, je leur ai enlevé 3 points. Donc c'est la meilleure attaque du mondial, solide derrière, maîtrise dans toutes les phases. C'était vraiment une équipe très solide, mais il leur a manqué un peu de trucs pour avoir plus que 17 sur 20. Au niveau du talent individuel, j'aurais enlevé 2 points, j'aurais mis 13 sur 15. Neuer, Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, c'est un équilibre parfait, c'était un rouleau compresseur tout simplement, comme souvent l'ont été les équipes allemandes, comme le Bayern, sur 2 saisons, sur la saison honorable, sur les 2 saisons honorables que j'ai mentionnées précédemment. Et donc cette Allemagne aussi qui était un rouleau compresseur. En termes de traces historiques, j'ai tendance à dire que on oubliera cette équipe dans quelques années, même si on aura quelques images en tête. Je pense que une des seules images qui restera, c'est le 7-1. C'est pour ça que j'ai augmenté par rapport aux équipes précédentes. J'ai mis un 6 sur 10 en termes de traces historiques. Ils ont laissé une grande influence, mais légèrement moins transformatrice. Pour continuer, on rentre sur le podium, la plus petite marche, la 3e équipe. Ça va surprendre parce que la 2e, elle est récente, mais pour moi, elle est meilleure que cette équipe, que cette équipe. Donc la 3e équipe, c'est le Real Madrid 2016-2017, qui s'en sort avec un score de 90 sur 100. Pourquoi je les ai mis 3e ? Parce que c'est l'équipe la plus adaptée à la Ligue des Champions moderne. C'est vraiment the team of Champions League, c'est leur compétition et il n'y a pas d'autres mots à dire. En termes de domination collective, je leur ai mis une note de 26 sur 30. Ils n'avaient pas la possession pure, pas le pressing total, mais une maîtrise des moments importants inégalée en termes d'efficacité devant le but. C'est vraiment l'équipe contre qui il ne faut pas rater ses occasions, sinon derrière tu les regrettes. Et c'était très difficile à jouer de par leur expérience, de par leur vécu, et de par les joueurs qui la composaient aussi. En termes de palmarès, j'aurais mis 25 sur 25, Ligue des Champions, et un parcours européen énorme. En termes de stats, je leur ai mis 17 sur 20, une attaque impressionnante, même s'ils dominaient pas leur match, les gros matchs je parle, par la possession. Ils avaient des temps forts qui étaient vraiment forts, vraiment au-dessus du lot. C'est la régularité, puissance physique, expected goal élevé, c'est-à-dire les buts, ce qu'on attendait de leur part, le nombre de buts qu'ils devaient marquer. En termes de talent individuel, on est aux portes de la note maximale. On est à 14 sur 15. Cristiano Ronaldo au sommet, qui ira chercher son ballon d'or. Modric qui ira chercher le ballon d'or d'après, mais qui était aussi sur un niveau exceptionnel. Il formait un trio au milieu de terrain exceptionnel, la MKC, Modric, Kroos, Casemiro. On peut aussi compter le meilleur défenseur central de l'histoire à mes yeux, Sergio Ramos, et Benzema. Franchement, c'était une équipe franchement énorme. En termes de traces historiques, je leur mets un 8 sur 10. C'est la meilleure version de la dynastie de Zidane. Ils avaient une équipe A et une équipe B. L'équipe B aurait très bien pu aussi aller en demi-finale de Ligue des Champions. Au pied de la première place, j'ai longuement hésité à les échanger, mais pour moi, ce qu'ils ont fait l'année passée, c'est vraiment absolument génial. Donc j'ai mis le Paris Saint-Germain avec de 2024-2025
avec une note un peu au-dessus du Real Madrid 2016-2017, avec une note donc de 93 sur 100. Pourquoi deuxième ? Parce que le PSG 2024-2025 est le PSG le plus cohérent du projet QSI, pas seulement de leur histoire. C'est le plus collectif et le plus mature de son histoire. C'est la première version du club qui s'impose vraiment comme une grande équipe et une grande place du football mondial. On voit maintenant aujourd'hui que les joueurs veulent aller au PSG et c'est pas le PSG qui veut les joueurs. Ça change tout dans le rapport de force lors des transferts. Donc c'est la première version du club qui s'impose vraiment comme une grande équipe et pas comme une simple addition de talent, de stars et de paillettes. C'est vraiment une équipe, un point c'est tout. Cette saison marque donc une rupture, moins de dépendance à un seul joueur, notamment avec le départ de Kylian. On se posait la question en début d'année, qui pour mettre 40 buts, est-ce que 4 joueurs sont capables de mettre 10 buts dans une saison ? Et bah ouais, et tous les joueurs ont répondu présent et ont su élever leur niveau quand il le fallait au fur et à mesure. Donc cette équipe avait plus de structure, tout le monde courait pour faire le pressing, comparé au PSG de la MNM ou au PSG précédent de Zlatan. Donc plus de structure, plus d'équilibre grâce au fait que tout le monde court et une identité claire. Personne n'est au-dessus du club et c'est le club qui décide. Par rapport au barème, en termes de domination collective, j'ai mis la note de 27 sur 30. Le PSG 2024-2025 est beaucoup plus compact et discipliné que les versions précédentes. Un pressing mieux coordonné, ce qu'il n'y en avait pas avant, tout simplement. Quand tu as 3 joueurs qui ne font pas le pressing, et que tu as donc seulement 7 joueurs qui courent sur le terrain, c'est impossible d'être bien organisé, et c'est tellement facile pour les équipes adverses de s'insérer dans ton équipe. Donc ce qu'a fait Luis Enrique à ce niveau-là, c'est vraiment révolutionnaire, c'est fantastique. Donc avec un bloc resserré lorsqu'ils n'ont pas la balle, un pressing constant, des distances maîtrisées, une meilleure gestion des temps faibles. À l'époque, le PSG, on leur reprochait d'être fébrile lorsqu'ils prenaient un but, de ne pas savoir relever la tête de l'eau. Et bah avec ce PSG de Luis Enrique, ça n'existe plus. Il y a un contrôle territorial plus constant, une possession de la balle, une récupération dès qu'on la perd. Donc c'était vraiment une équipe. L'équipe s'est pressée haut quand il le faut, donc défendre en bloc médian, gérer le rythme sans forcément trop subir. C'était vraiment la caractéristique de ce PSG 2024-2025. C'est eux qui faisaient subir plutôt que eux qui subissaient. Donc ça devient un PSG qui est adapté aux exigences européennes. C'est qu'il lui a longtemps manqué, notamment du projet QSI. En termes de palmarès, j'ai mis la note maximum, sextuplé. Une des 3 seules équipes à avoir fait le sextuplé, avec le Barça 2008-2009, le Bayern 2019-2020, et donc ce PSG. Très grand parcours européen. Malgré le fait qu'ils n'aient pas gagné la Coupe du Monde des clubs, pour moi c'est pas un défaut, car elle n'existait pas avant. Donc ils auraient pu être la seule équipe à avoir fait 7 trophées en une saison, mais 6 c'est déjà fantastique. Donc même sans 17 victoires en finale de Coupe du Monde des clubs, le PSG entre dans un cercle très fermé des 3 seules équipes à avoir fait ça. Ce n'est pas un sextuplé officiel au sens strict, mais c'est un accomplissement rarissime qui montre une maîtrise sur la durée. En termes de statistiques, j'ai mis la note de 18 sur 20. Une production offensive très élevée, des expected goals, c'est-à-dire les buts attendus cohérents avec le nombre de buts marqués. Les buts attendus encaissés, les XGA, expected goals avancés. Donc en forte baisse par rapport aux saisons précédentes, notamment par le fait que tout le monde fasse le pressing et surtout une solidité défensive bien meilleure dans les grands matchs. Ce PSG n'est plus une équipe d'exploits isolés, c'est une équipe de performance continue qui sait gravir les échelons et les étapes, peu importe la difficulté. En termes de talent individuel, c'est ça qui est étonnant. Au début de la saison, on aurait pu partir sur 10 sur 15, mais avec le niveau de progression qu'ils ont atteint, j'ai largement eu, sans aucun doute, j'ai mis la note de 15 sur 15, la note maximale. Donc c'est un grand point fort de cette version, le fait qu'on parte d'une équipe
10 sur 15 en termes de talent individuel et qu'on arrive à la note maximale qui se rapproche des plus grandes équipes. Donc il y a des leaders techniques affirmés, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz qui contrôle le tempo, des joueurs décisifs dans les moments clés. Je me souviens notamment du but de Doué face à Aston Villa ou des buts de Ousmane Dembélé face à Arsenal. Des profils qui se complémentent, un banc plus fiable et beaucoup moins de dépendance à un seul joueur ou à 3 joueurs. Les individualités brillent dans un cadre collectif et pas contre lui. C'est le PSG le plus équilibré jamais construit. On dénombre au total 9 joueurs au Ballon d'Or, il me semble, c'est le record, même si on aurait pu en avoir 10 car Pacho aurait largement mérité d'y être. En termes de trace historique, je mets la note de 8 sur 10. Cette équipe laisse une trace majeure dans l'histoire du club, fin de l'ère des équipes déséquilibrées, naissance d'un PSG crédible en Europe. Maintenant, on remarque en Europe que beaucoup d'équipes, beaucoup de coachs veulent s'inspirer de ce qui est fait et pour se comparer, ils se comparent au PSG pour voir où ils en sont. Donc c'est un changement d'image à l'international et base plus saine pour la suite. Ce n'est que le début du projet, on peut dire ça. Donc ce n'est pas l'équipe de football qui a changé le football mondial, mais c'est l'équipe qui a changé le PSG. Pourquoi pas premier ? Parce que malgré une saison exceptionnelle, il manque encore ce statut d'équipe modèle qui transforme le football pour tout le monde. Mais dans un classement de football du 21e siècle, le PSG 24-25 mérite pleinement sa deuxième place. Et voilà, on passe à la première place, le Graal, la meilleure équipe de football. Et donc, la première place est attribuée très largement, à mes yeux, à la meilleure équipe de football tout court qui n'a jamais existé, pas forcément du 21e siècle. On parle du FC Barcelone 2010-2011, qui obtient la note de 99 sur 100. Pourquoi premier ? Parce qu'aucune équipe du 21e siècle n'a approché ce niveau de maîtrise tactique, de domination collective et de cohérence. Personne n'a été au-dessus en termes de maîtrise de jeu que cette équipe. En termes de domination collective, la note maximale, 30 sur 30, contrôle total du match, pressing parfait, possession asphyxiante, structure immuable, intransperçable, et des transitions instantanées, et surtout une réinvention du meilleur joueur de l'histoire, qui est passé de ailier droit à faux neuf. En termes de palmarès, je mets la note de 24 sur 25, parce qu'ils ont eu la Ligue des Champions et la Liga, mais ils n'ont pas eu tous les trophées, contrairement aux équipes précédentes comme le Barça 2008-2009 ou le PSG 24-25, mais ça reste quand même extraordinaire, Liga plus Ligue des Champions, surtout la manière dont ils l'ont fait. En termes de statistiques, je mets la note de 20 sur 20, c'est la meilleure attaque, meilleure défense, domination territoriale. Je n'ai jamais vu une équipe aussi écrasante que celle-ci. En termes de talent individuel, quelle autre note que 15 sur 15. Le meilleur joueur de l'histoire à son apogée. Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, c'était vraiment une équipe parfaite, le 11 parfait. Personne ne pouvait les battre, je pense que on pourrait mettre des adversaires dopés ou des robots, ils ne les battraient même pas. En termes de traces historiques, normalement ça s'arrête à 10, mais j'ai fait le choix de mettre 11 sur 10. En termes de traces historiques, on est au maximum. Cette équipe a changé le football moderne et tout le monde essaie de s'en inspirer de fond en comble. C'est quand t'es à l'école, dans la cour, au foot, c'est que t'essayes de bien jouer. On dit tu crois que t'es le Barça, et ça en fait référence à cette équipe. Et surtout la finale à Wembley, le 3-1, la domination totale. Ferguson qui n'a jamais vu une équipe comme ça. Et Manchester United qui coule et qui n'existe même pas face à cette meilleure équipe de l'histoire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà mon top 6 des meilleures équipes du 21e siècle. Sur une saison précise, un moment où elles ont touché leur apogée lors d'une année. Évidemment, c'est un classement argumenté, mais c'est aussi un débat. Je suis ouvert au débat. Peut-être que je me suis trompé sur quelques aspects, quelques stats. N'hésitez pas à me le faire savoir.
Donc maintenant je te pose la question à toi. Tu mets qui numéro 1 et c'est quoi ton top 6 et pourquoi? N'hésite pas à argumenter et j'y répondrai en commentaire. Donc dis-le en commentaire si tu veux une partie 2 avec d'autres équipes qui méritent d'être dans le débat ou un autre classement sur l'entièreté du football, pas que le 21e siècle, même si ça risque d'être un peu compliqué vu que je suis pas né en 1970. Et voilà, merci pour tout. N'hésite pas à t'abonner si tu veux.